Alors en fait, mes conseils pour un changement de chaussure si on n'est pas blessé, c'est les suivants. Il faut d'abord déterminer l'indice minimaliste de ses précédentes chaussures. Pour ça, on trouve ces indices minimalistes sur Internet, mais sur le site de la clinique du coureur essentiellement. Ensuite, il faut choisir un nouveau modèle qui correspond à l'indice minimaliste de ses chaussures précédentes, plus ou moins 10%. Il faut rester à peu près dans la même gamme de chaussures au niveau de l'indice minimaliste, pour que les changements biomécaniques liés à la chaussure ne soient pas trop importants dans un sens ou dans l'autre sur le corps. Ensuite, il faut faire attention quand même aux technologies de drop. Il faut essayer de rester avec un drop plus ou moins similaire, parce qu'on peut avoir des chaussures avec le même indice minimaliste, mais avec un drop plus important ou moins important chez d'autres. Puis ça, c'est compensé par d'autres technologies qui font que l'indice minimaliste reste le même, mais le drop peut être plus important ou moins important. Donc ça, il faut quand même faire un petit peu attention, pas que ça vienne trop tirer sur les chaînes postérieures au niveau du mollet. Et à partir de là, il faut essayer quelques paires. Et puis après, il faut déterminer d'autres paramètres importants par rapport à sa propre morphologie. Est-ce qu'on a un pied large en avant? Est-ce qu'on a une déformation de l'orteil? Est-ce que la chaussure vient frotter sur son tendon d'Achille derrière, sur son arrière-pied, voir les zones d'appui, etc. Je pense que c'est important de bien essayer, de bien regarder les paramètres. Ensuite, il faudrait idéalement regarder un peu si ça change pas trop sa façon de courir. Ça, on peut courir sur 20 mètres en dehors du magasin. Ça peut être intéressant de voir comment on se sent. Est-ce qu'il y a un gros changement au niveau de sa biomécanique? Le vendeur doit aussi regarder si ça change quelque chose au niveau de la façon de courir. Et puis après, on choisit la chaussure la mieux adaptée. Oui, en fait, le claquage, on l'appelle la lésion myo-aponevrotique, par exemple, au niveau des ischio-jambiers, mais ça peut être le mollet. Mais ça, on s'en fiche un petit peu. Ce qu'on doit savoir, c'est que ça implique une déchirure des fibres musculaires. Et ça, on les voit chez les personnes, dans le domaine de la course à pied, c'est surtout les personnes qui font des accélérations. Donc ceux qui font du fractionné, par exemple, sur piste ou en montée, ou quand il y a des changements brusques de direction. Mais ça, c'est un petit peu moins le cas en course à pied. Après, cliniquement, ce qu'on remarque, c'est que c'est la personne qui démarre à fond et puis qui, tout d'un coup, a une douleur super vive qui apparaît d'un coup au niveau de la zone. Puis si la lésion elle est importante, il peut même y avoir assez rapidement, ou même dans les 24 heures, un hématome, c'est-à-dire que la déchirure a fait qu'il y a eu un saignement à l'intérieur. Si ça arrive, moi, ce que j'explique aux personnes, c'est que c'est déjà ce qui se passe. Et puis, je les fais suivre le protocole Peace and Love pour optimiser la guérison tissulaire. Sans qu'ils perdent trop de temps avec le repos strict prolongé. Je dis bien sans qu'ils perdent trop de temps parce qu'en fonction de la problématique, le repos il est nécessaire au début, mais le moins longtemps possible. Il faut savoir un truc, c'est que le repos à 6 semaines pour tous, sans rien faire, quelles que soient les personnes, quelle que soit la lésion, c'est plus du tout validé scientifiquement. Oui, exact. Cette addiction à la course, ça s'appelle la bigorexie. C'est officiellement reconnu par l'OMS qui en donne une définition, je vais te la dire, c'est pratiquer une activité physique à trop forte dose pour son corps. Il faut savoir que les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup dans ce phénomène. Il y a toujours eu ça, mais ça s'est vraiment accéléré, je pense, avec le développement des réseaux sociaux. Et puis l'émergence de plein de compétitions également. Et il faut savoir aussi un truc, c'est que le besoin de l'être humain de se sentir le plus fort a toujours été très présent. Sur Internet, en fait, on rassemble une masse de données de sportifs de tout niveau, puis on cherche à se comparer les uns aux autres en ayant accès immédiatement à ces données. Sachant que chacun est différent, qu'on a tous en fait une vie qui nous est propre, on a ses propres contraintes avec ses avantages, ses inconvénients, il est vachement à risque de comparer ses entraînements et ses performances à autrui. Après, ça a des avantages en fait de faire ça. Il y a la motivation, il y a l'estime de soi, etc. Puis c'est même biologique. Les publications sur les réseaux sociaux elles libèrent de l'ocytocine puis de la dopamine. Ces deux substances qui sont associées au plaisir puis à la récompense dans le cerveau. Ces avantages sont hyper bénéfiques à court terme, mais il est vraiment crucial d'anticiper les effets à long terme pour que sa pratique soit faite de manière sécuritaire et efficace. Et malheureusement, je pense que trop de personnes se comparent les uns aux autres et puis ne voient pas ça arriver. Et après, du coup, le risque, c'est de foncer droit dans le mur. Oui, en fait, on a 3 grandes catégories de blessures dans le domaine de la course à pied. Puis la plupart de ces pathologies, on peut les classer dans ces 3 différentes catégories. Certaines pathologies, c'est même une combinaison des deux.
En fait, on a schématiquement les pathologies de charge, qui sont des pathologies quand les contraintes sont provoquées de manière trop intense puis trop rapidement sur le corps. On a les pathologies de répétition, quand les stimuli sont provoqués de manière répétitive avec une même gestuelle trop longtemps. Et on a les pathologies d'amplitude, quand les sollicitations elles sont faites avec trop d'amplitude de mouvement. Ces trois catégories, elles peuvent engendrer des stress mécaniques trop importants et irriter le système si les structures ne sont pas capables de tolérer ce stress. C'est toujours la même chose. Puis en fonction de la catégorie puis du mode d'apparition de la douleur, on peut adapter sa pratique à court terme afin de continuer de courir tout en calmant la douleur et empêcher, voire même dans certains cas, de guérir cette pathologie. Un exemple, c'est par exemple qu'on coupe le volume, on fractionne par de la marche, mais on garde l'intensité, on garde de la qualité de sa séance dans des pathologies de répétition comme le fameux syndrome de l'essuie-glace. Par contre, comme tu l'as dit avant, il faut savoir que pour que ça soit efficace, il faut un bon diagnostic, déjà et toutes les données ayant amené à la plainte du coureur pour qu'on puisse vraiment adapter sa pratique.